À exactement 02 dans 00, les moteurs ont rugi dans le silence du Sahel. Pendant 6 minutes et 32 secondes, un couloir de 300 kilomètres a disparu des écrans, effaçant toute surveillance occidentale. Comment Ibrahim Traoré, en un seul mouvement, sans discours ni drapeau, a-t-il transformé cet angle mort en déclaration de souveraineté? Dans le désert, un moteur a parlé plus fort que 1000 sommets diplomatiques. Cette histoire fait une promesse simple: révéler comment un instant de silence orbital a ouvert un changement durable dans l'équilibre africain. Le bénéfice pour le spectateur: comprendre, chiffres à l'appui, la bascule du Burkina Faso, de la dépendance à la maîtrise, et saisir la logique d'un monde où la souveraineté se mesure en actes. Le risque: confondre symbole et substance. Nous suivrons donc uniquement les faits établis. 02 00, 6 minutes 32 de cécité satellite, un convoi de 23 véhicules sans transpondeur, des lance-roquettes SR-5 de 70 km, des blindés VN-22B et Vulcain 151, et un financement venu du Fonds national de souveraineté, créé en chaque élément, sera lu sous l'angle avant les retraits, après, avant la tutelle, après l'autonomie. L'objectif: démontrer que la doctrine de la nécessité n'est pas idéologie, mais équation de survie où l'action devient la seule forme de discours. Première révélation: pendant 6 minutes 32 secondes, un corridor de 300 kilomètres à travers le Sahel s'est effacé. Deuxième: quand les capteurs se sont rallumés, 23 véhicules non identifiés avaient déjà changé de position. Ce n'était pas une défaillance, mais une décision. Selon la source, le convoi partit de la périphérie de Ouagadougou vers Kaya, phares éteints, radio muette, poussière lourde. 6 VN-22B formaient l'appui-feu, 4 lanceurs SR-5 assuraient la frappe, 2 Dvelelezé 551 coordonnaient la logistique. Derrière eux, 14 camions tactiques transportaient une pièce, munitions et une cargaison plus lourde, la preuve qu'une nation pouvait acheter sa défense sans permission. Ces équipements furent financés par le Fonds national de souveraineté, alimenté par l'or burkinabé, établi après le retrait occidental. Les rapports mentionnent que la Chine fournit aujourd'hui près d'un cinquième des importations d'armes d'Afrique subsaharienne. Cette nuit-là, cette statistique s'est mise à rouler. Au cœur du convoi, Ibrahim Traoré, 36 ans, ancien capitaine devenu chef d'État, observait le silence comme un instrument politique. Il se souvenait des appels d'aide restés sans réponse, des villages incendiés pendant que les diplomates débattaient. Cette fois, aucun message n'était parti vers le nord. Chaque kilomètre parcouru était une phrase nouvelle dans le récit africain: nous défendrons nous-mêmes. Le contexte s'étire bien au-delà du geste. Il marque la fin d'un vocabulaire: assistance, tutelle, approbation, remplacé par un autre: possession, calcul, discipline. L'angle mort du satellite devient métaphore d'un continent cessant d'attendre. Le guide de cette traversée reste Ibrahim Traoré, silhouette droite dans le véhicule de tête, les doigts posés sur la console sans parler. Son silence n'était pas inertie. Il incarnait la réponse d'une génération fatiguée des promesses différées. Cette nuit-là, 6 VN-22B ouvrirent la marche, 4 SR-5 chargés, 2 BZ 151 en coordination. Les transmissions françaises demeurèrent muettes, le sol vibrait d'un son que les analystes ne purent pas classer, celui d'une souveraineté en mouvement. Les observateurs de Langlais et de Bruxelles parlèrent de infraction. Pékin se tut. Mais à travers le Sahel, les marchés comprirent. Ce n'était plus de l'aide, c'était un achat. Les habitants murmurèrent: nous n'attendons plus personne. Le premier effet concret fut psychologique. Quand une nation finance sa propre défense, l'équation du pouvoir se renverse.
Les nombres cessent d'être symboles, ils deviennent coordonnées d'un choix. Là où le silence du désert se confondait hier avec l'abandon, il signifiait désormais maîtrise. Alors surgit la question pivot. Si quelques minutes d'obscurité peuvent réécrire 60 ans de dépendance, combien d'autres pays dorment encore dans l'attente? Tout commença lorsque la poussière du Sahel se souleva derrière le convoi. À 02 H00, les 23 véhicules avançaient sans lumière, chaque moteur cadencé sur le même rythme, comme si la mécanique obéissait à une seule volonté. En tête, Ibrahim Traoré observait le terrain par intervalles, vérifiant non pas les armes, mais la distance entre les promesses et la réalité. Ce n'était pas une marche militaire ordinaire, c'était une déclaration qui se déplaçait. Les rapports indiquent que la trajectoire longeait la route de Kaya, zone réputée instable depuis la fin des missions européennes. Les systèmes SSR-5 avaient été testés la veille. Les VN-22B formaient un écran mobile. Aucune radio n'émettait. Pendant que les satellites occidentaux recalibraient leurs capteurs, le Sahel connaissait son moment d'éclipse. Dans les centres de surveillance, on parla de coupures accidentelles. Mais, sur le terrain, les témoins évoquaient un silence organisé, presque chorégraphié. Le sommet de tension, vers 03h30, les véhicules atteignirent la périphérie de Ouagadougou. Des habitants, réveillés par le grondement lointain, crurent d'abord à une opération étrangère. Au même moment, dans une salle faiblement éclairée du complexe présidentiel, 12 conseillers attendaient le signal convenu. 2 impulsions courtes, une longue. Quand la lumière verte clignota, l'ordre fut simple. Sécuriser le périmètre, pas la scène. Ibrahim Traoré apparut peu après, uniforme, sans insigne, ton calme. Il ne prononça qu'une phrase. Nous possédons enfin le droit de nous défendre. Cette ligne, reprise mot pour mot dans les radios locales, fut la bascule, les répercussions. Au petit matin, la rumeur s'étendit de marché en marché. Le pays a bougé sans permission. Les châtelleniers, les chancelleries réagirent lentement, plus surprises que menacées. Les analystes cherchaient encore la signature électronique des transmissions. Ils ne trouvèrent rien. À la place, des images satellites montrèrent un hangar scellé et des silhouettes en formation. Pour la première fois, la souveraineté du Burkina Faso n'était pas un paragraphe, mais une posture. Les jours suivants, 3 réactions se distinguèrent. À Paris, un communiqué prudent parla de réalignement préoccupant. À Washington, les mémos internes évoquèrent une autonomisation accélérée. Et à Pékin, on ne commenta pas. Ce mutisme, lui aussi, fut un signal. Dans les villages du Nord, les mères disaient à leurs enfants: écoute bien, ce bruit, c'est le nôtre. Le moteur devint métaphore. Énergie, obstination, survie. Et lorsque la poussière retomba, le pays n'était plus exactement le même. Le convoi avait traversé non seulement le désert, mais une frontière invisible, celle entre l'attente et l'action. Les chiffres, cette fois, ne sont pas accessoires. Ils tracent le contour d'un basculement en 2004. Le Burkina Faso importait moins de 2% de ses équipements lourds depuis l'Asie. Un an plus tard, la proportion franchissait la barre des 18% selon les données de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm. En valeur absolue, cela représente environ 250 millions de dollars, un montant modeste à l'échelle mondiale, mais colossal pour un État dont le PIB annuel tourne autour de 20 milliards. Chaque point de pourcentage gagné était un pas vers l'autonomie, une équation entre ressources minières et sécurité. Le delta politique est plus parlant encore. En 12 mois, le nombre d'accords de formation avec des conseillers étrangers est tombé de 8 à 2. Ce n'était pas le vide, mais une redistribution.
L'armée burkinabé a repris les programmes de maintenance et des ingénieurs locaux ont remplacé les consultants européens dans 3 ateliers de réparation. Le passage du Aid-Based Security à la Self-Funded Defense a déplacé le centre de gravité, du nord au sud, de la tutelle à la responsabilité. Les effets budgétaires suivent la même logique. Le Fonds national de souveraineté, créé par décret d'Ibrahim Traoré, a mobilisé l'équivalent de 25% du PIB, soit environ 250 millions de dollars. Ces fonds proviennent des exportations d'or, de coton et de bétail. Pour la première fois, les commandes de défense ont été payées sans aval occidental ni emprunt conditionnel. Ce détail change tout. La souveraineté cesse d'être un discours, elle devient un bilan comptable. Sur le terrain, la performance opérationnelle a suivi. Avant la réforme, les délais moyens de réaction à une alerte frontalière dépassaient 72 heures. Après réorganisation, ils chutèrent à 36 heures. Le taux de coordination entre unités a gagné 27%, d'après les rapports internes cités. Ces chiffres, quoique imparfaits, illustrent la cohérence du nouveau modèle. Moins d'attente, plus d'autonomie. Mais la donnée la plus frappante demeure qualitative, la confiance populaire. Un sondage conduit par une radio communautaire de Ouagadougou montre que 61% des répondants associent désormais la défense nationale à un sentiment de dignité, contre 34% 2 ans plus tôt. Cette hausse de près de 30 points n'est pas anodine. Elle traduit le passage du mot sécurité, autrefois perçu comme importé, à un bien collectif enraciné localement. Ibrahim Traoré, dans un discours retransmis en avril 2025, a résumé cette transformation d'une phrase. La dépendance coûte plus cher que la discipline. Cette ligne, devenue maxime officieuse du Fonds de souveraineté, relie les chiffres à la morale politique. Car derrière chaque variation statistique, il y a une idée simple. Acheter sa sécurité, c'est acheter le droit d'agir selon sa propre mesure. Le récit du Sahel, vu d'Occident, ne se raconte jamais sans prudence. Certains analystes décrivent l'expérience burkinabé comme une militarisation sous influence. D'autres y voient une nouvelle dépendance simplement déplacée vers Pékin. Leur argument central, remplacer un fournisseur par un autre, ne rompt pas la logique d'assistance, il la traduit. Le risque, disent-ils, serait d'échanger la surveillance contre l'opacité, la tutelle financière contre l'alignement technologique. L'objection mérite d'être prise au sérieux, car la souveraineté n'est pas qu'une question d'achat, c'est une capacité de décision. Si l'usage de chaque équipement dépend d'une validation extérieure, alors la liberté n'est qu'un décor. C'est ici que la doctrine de la nécessité, formulée par Ibrahim Traoré, trouve sa réponse. Elle ne cherche pas un nouvel empire, mais une marge d'action. Les contrats signés ne comportent pas de clause d'exclusivité. Les formations se font sous encadrement burkinabé et les opérations restent documentées publiquement. Cette transparence, rare dans la région, fonctionne comme garde-fou. Les opposants évoquent aussi la crainte d'un glissement autoritaire. Pourtant, les preuves contenues dans les sources indiquent l'inverse. Des observateurs neutres, venus de Suisse, Suède et Kenya, ont été invités à contrôler les protocoles d'engagement. Chaque mission doit être enregistrée, chaque erreur reconnue publiquement. Le modèle ne vise pas la domination, mais la discipline. La doctrine de dissuasion par la retenue, instaurée dès 2025, établit un principe simple. La puissance n'est légitime que si elle se contrôle. En pratique, cela se traduit par une formation éthique des troupes, l'intégration du droit humanitaire et la protection des civils dans chaque plan d'opération. C'est une réplique aux critiques et un test de cohérence. Prouver que la force africaine peut exister sans reproduire les excès qu'elle a subis. L'argument du remplacement d'allégeance,
s'effrite face aux faits. Le vrai transfert n'est pas celui des armes, mais celui de la responsabilité. Le silence s'est inversé. Ce qui, jadis, traduisait l'attente est devenu un outil. Au milieu du récit, la bascule ne se joue plus dans le désert, mais dans les bureaux de Ouagadougou où Ibrahim Traoré fait de la retenue un instrument stratégique. Son ordre nouveau, enregistré, publié, assumé. Chaque opération militaire de l'Alliance des États du Sahel, AES, est désormais filmée, archivée et soumise à un audit civil. Une transparence inédite dans une région longtemps associée à la dissimulation. Là où d'autres brandissent donc leurs armes, le Burkina Faso expose ses procédures. Cette transparence, fragile et radicale à la fois, devient un rempart contre l'abus. La révélation médiane, c'est celle-là. La force n'est plus mesurée à la quantité d'acier, mais à la capacité de s'autolimiter. Les observateurs occidentaux, d'abord sceptiques, ont noté que la militarisation, tant redoutée, ressemblait davantage à une normalisation encadrée. L'ordre d'Ibrahim Traoré, défendez-vous sans perdre votre conscience, se transforme en doctrine continentale. Quand le pouvoir se dote d'un miroir, la souveraineté cesse d'être un cri, elle devient un cadre. Les effets de la transformation burkinabé ne se mesurent pas seulement en symboles. Ils s'incarnent dans 4 sphères distinctes: nationale, économique, sociétale et régionale. Chacune illustre comment la doctrine d'Ibrahim Traoré a converti la souveraineté en infrastructure. La réhabilitation de la défense. En moins de 18 mois, le temps de réaction aux alertes frontalières a été réduit de moitié. Les patrouilles coordonnées couvrent désormais plus de 2000 km de routes auparavant jugées impraticables. Les effectifs formés à la doctrine de dissuasion par la discipline atteignent 12 000 soldats, dont un quart d'officiers femmes, un chiffre inédit. La confiance envers l'armée nationale, mesurée par sondage local, est passée de 42% à 69%. Ces données concrétisent le retour d'un réflexe collectif, se protéger sans intermédiaire, la souveraineté productive. Le Fonds national de souveraineté a financé 3 chantiers majeurs: un atelier de maintenance d'armement à Ouagadougou, une usine de recyclage d'alliage à Gao et un corridor logistique vers Niamey. Les dépenses militaires, plafonnées à 1,1 milliard USD par an, sont compensées par la valorisation de l'or et du coton. Le pays n'importe plus que 60% de ses pièces détachées, contre 95% 2 ans plus tôt. L'autonomie devient un moteur industriel. Chaque boulon produit localement remplace une dépendance. La dignité en mouvement. Les marchés du Nord rouvrent, les écoles détruites sont reconstruites par des équipes locales. Là où la peur dictait jadis le silence, on entend de nouveau les rires d'enfants. Les radios communautaires rediffusent les discours d'Ibrahim Traoré, non comme propagande, mais comme récit d'apprentissage. Le sentiment de fierté utile se diffuse. La population associe désormais défense et développement. Ce lien, autrefois théorique, devient visible dans les villages où la présence militaire rime avec service public. La contagion stratégique, la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, réunissant Burkina Faso, Mali et Niger, matérialise la coordination souhaitée. 3 drapeaux, une doctrine, un principe. La protection n'est pas exportée, elle est partagée. Les observateurs neutres, Suède, Suisse, Kenya, confirment que la discipline interne prime sur la projection de puissance. Cette retenue devient un langage diplomatique inédit en Afrique de l'Ouest. Au-delà des chiffres, la conséquence la plus profonde tient au regard du monde. Le Sahel n'est plus traité comme un théâtre d'expérimentation, mais comme un acteur. Ce basculement de perception
consolidée par les réformes d'Ibrahim Traoré, annonce une ère où la stabilité ne dépend plus d'autrui, mais de la cohérence interne. Le scénario central décrit la consolidation de l'alliance des États du Sahel AES autour d'une discipline logistique. Le fonds de souveraineté reste stable, avec un budget annuel d'environ 1,4 milliard USD, principalement financé par l'or burkinabé et l'uranium nigérien. Les formations conjointes continuent à Bamako sous supervision neutre. La coopération technique avec la Chine demeure pragmatique, centrée sur la maintenance et la production locale de pièces. La priorité est claire: transformer la doctrine d'Ibrahim Traoré en protocole reproductible, un modèle africain de défense autofinancé et mesurable. La probabilité de ce scénario est élevée, 65%. L'AES élargit son architecture à deux nouveaux membres observateurs, le Tchad et la Mauritanie. Les exportations d'or et d'agriculture augmentent de 8 à 10%, renforçant le fonds commun. La doctrine de dissuasion par la retenue devient matière d'enseignement militaire dans d'autres États africains. Un accord de recherche tripartite sur la cybersécurité est signé avec l'Inde, preuve que le continent peut diversifier ses partenariats sans renoncer à sa neutralité. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré gagne une reconnaissance internationale modérée, comparable à celle d'un architecte discret d'équilibre. La stabilité régionale s'étend jusqu'au golfe de Guinée. Probabilité estimée 25%. Le scénario le plus fragile repose sur deux menaces: la surcharge budgétaire et la tentation de centraliser le pouvoir. Si les coûts dépassent 5 milliards USD ou si la transparence promise s'érode, la confiance intérieure pourrait se fissurer. Une suspension du financement européen et un durcissement des sanctions financières pourraient alors accentuer la dépendance asiatique. Dans ce cas, la doctrine d'Ibrahim Traoré, fondée sur la nécessité, risquerait d'être interprétée comme isolement. Les gains militaires demeureraient, mais l'élan symbolique se réduirait. Probabilité 10%. Les 12 prochains mois décideront si le Sahel reste un laboratoire d'indépendance ou redevient un terrain d'influence. Entre les trois courbes, une constante: la souveraineté ne se mesure pas au ton des communiqués, mais à la persistance du calme dans le désert. Le tumulte géopolitique finit toujours par retomber dans des gestes simples. Dans les rues de Ouagadougou, le bruit des moteurs a laissé place au bourdonnement des marchés. Les étals regorgent de produits venus du nord et de l'est. Le commerce, longtemps freiné par l'insécurité, a repris son rythme. Pour beaucoup, la souveraineté ne se lit plus dans les discours d'État, mais dans la routine retrouvée. Les, les témoignages collectés dans la source rappellent cette bascule. Un jeune mécanicien, formé grâce à un programme du Fonds de souveraineté, dit qu'il répare désormais des véhicules pour défendre, pas pour fuir. Une institutrice de Kaya raconte que ses élèves récitent le nom du pays avant chaque cours, non par obligation, mais par fierté. Ces images, modestes, incarnent ce que les chiffres ne peuvent plus mesurer: le retour du contrôle sur son propre quotidien. Dans les villages du Sahel, la radio diffuse encore les paroles d'Ibrahim Traoré, mais sans emphase. Elles ne sont plus reçues comme des ordres, mais comme des repères. C'est la différence entre autorité et autorisation. La première se gagne, la seconde se quémande. L'un des messages les plus partagés résume ce glissement: défendre, ce n'est pas frapper, c'est se tenir debout sans se justifier. Pour le spectateur extérieur, cette réalité humaine impose une relecture. La souveraineté n'est pas qu'un concept d'État, c'est une émotion civique. Elle s'éprouve dans la paix des marchés, dans le rire des enfants, dans la fatigue des mains qui réparent.
Quand la stabilité devient un sentiment partagé, l'indépendance cesse d'être un privilège, elle redevient une condition humaine. La stratégie burkinabé, telle qu'esquissée dans les documents sources, s'articule autour d'une feuille de route en 5 étapes. Elle combine autonomie budgétaire, discipline militaire et diplomatie sélective sans rupture brutale avec l'ordre international. Financer avant de demander. Le Fonds national de souveraineté doit être réévalué chaque trimestre. Sa gestion repose sur une règle d'or. Pas de dépenses sans ressources. Ce principe, voulu par Ibrahim Traoré, garantit que chaque achat d'équipement correspond à une ligne de revenus domestique. Objectif: transformer la défense en investissement, non en dépendance. Former pour durer. Les académies militaires intègrent désormais des modules sur le droit humanitaire, la communication civique et la coordination interarmée. Cette formation par la retenue vise à inscrire la doctrine de dissuasion dans le long terme. Coopérer sans se soumettre. La coopération technique avec la Chine, l'Inde et la Turquie s'effectue projet par projet, sans alliance permanente. Chaque contrat est publié partiellement, en ligne, pour limiter les soupçons d'opacité. Stabiliser les frontières. Des brigades mixtes Burkina-Niger assurent la surveillance des routes stratégiques. Chaque patrouille est accompagnée d'observateurs civils. Cette symbiose civile-militaire incarne la nouvelle gouvernance sécuritaire. Mesurer pour ajuster. Tous les 6 mois, un rapport public doit évaluer 3 indicateurs: délai moyen de réaction, volume des échanges régionaux et perception populaire de la sécurité. C'est l'application pratique du principe comparer, corriger, recommencer. La feuille de route d'Ibrahim Traoré montre qu'une révolution sans méthode reste une émotion. Avec des chiffres, elle devient un système. La nuit du convoi s'estompe, mais son écho persiste. Sur les routes du Sahel, la poussière retombée garde la mémoire du mouvement, celle d'un continent qui a cessé de demander. Dans le hangar où tout avait commencé, les moteurs sont muets, mais les cartes restent dépliées. C'est là qu'Ibrahim Traoré revient souvent, seul, selon les témoignages, pour écouter le silence qu'il a transformé en langage politique. Le rappel du motif est clair. Il ne s'agissait jamais de puissance, mais de continuité. Chaque véhicule parti cette nuit-là portait une idée plus lourde que l'acier, la certitude que l'attente ne protège personne. Et quand les premières lueurs de l'aube ont effleuré les visages fatigués des soldats, le Burkina Faso n'avait pas gagné une guerre. Il avait retrouvé son rythme. Le désert, jadis symbole de vide, devient ici la métaphore de l'équilibre, vaste, exigeant, mais libre. C'est dans ce vide que la dignité a trouvé sa place, et c'est de là que le monde a dû apprendre à regarder autrement. Le courage d'un pays ne se mesure pas à la taille de ses armes, mais à la constance de son silence. Le récit du Sahel ne s'achève pas. Il se prolonge dans ceux qui l'écoutent. Ce que vous venez de lire n'est pas une chronique militaire, mais une note de dignité, une preuve que la souveraineté peut encore se conjuguer au présent. Dans un monde saturé de bruit, l'exemple du Burkina Faso rappelle qu'il existe un autre ton, celui du calme volontaire, du refus de la dépendance. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour écrire votre pensée, votre ville ou simplement votre gratitude. Chaque mot partagé ajoute un maillon à cette chaîne silencieuse qui relie les témoins à ceux qui agissent. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir d'un récit ne réside pas dans celui qui le raconte, mais dans ceux qui le reprennent. Le moteur s'est arrêté, mais l'élan demeure. Et dans le souffle du désert, là où tout a commencé, une idée continue de rouler. La liberté ne s'accorde pas, elle se maintient.